Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir pour ce webinaire qui est consacré aujourd'hui à un sujet passionnant qui est très impactant, en tout cas qui se situe à une dimension charnière de son cycle de vie, puisque les solutions de recharge deviennent, en tout cas, ont des implications très importantes sur le bâtiment tertiaire et à partir du 1er janvier 2025, de nouvelles obligations se mettent en place, notamment sur les parkings non résidentiels. Donc, je suis très heureux de consacrer, en tout cas, cette heure de webinaire avec vous, qui est assez nombreux, on approche en tout cas la centaine de participants. Et donc, c'est donc un sujet qui intéresse et peut-être que tout le monde n'est pas forcément prêt. Donc, avant de commencer ce webinaire et d'accueillir nos intervenants, j'aurais aimé juste vous soumettre une petite question, histoire d'attendre que tout le monde puisse s'installer devant son ordinateur et puisse être confortable pour à participer à ce webinaire. Donc, une petite question qui va vous permettre tout simplement de partager votre niveau de connaissance. Donc, normalement, il y a un petit sondage qui apparaît sur votre écran et qui nous permet de voir en fait votre degré tout simplement de compréhension et en tout cas de connaissance sur finalement, êtes-vous prêt pour cette échéance du 1er janvier 2025, avec notamment cette échéance autour de la mise en œuvre de solutions de recharge d'une borne toutes les 20 places pour les bâtiments non résidentiels, en tout cas sur les parkings des bâtiments non résidentiels. Donc, surtout n'hésitez pas, hein, même si vous ne savez pas, il y a il y a une réponse je ne sais pas, et c'est l'occasion effectivement de prendre connaissance de votre niveau de maturité, et à ce moment-là, peut-être que ce webinaire vous apportera, je l'espère, des réponses. Voilà, donc c'est encore quelques petites secondes avant d'accueillir ensuite nos intervenants et de se présenter rapidement sur ce webinaire. Donc, je vois effectivement que l'échéance de 2025, apparemment, n'est pas forcément connue. Donc, on va le partager maintenant. On peut, au bout d'une minute, effectivement, 82% des participants ont voté. Donc, on va pouvoir juste participer. Voilà. Est-ce que sondage, je peux pas le partager. Comment je fais? Donc, juste pour vous dire sur les résultats du sondage, si ça s'affiche, c'est bien. Donc, 22% ont connaissance de cette échéance, 17% non, et 61% je ne sais pas. Donc, si effectivement il n'y a pas forcément connaissance de cette échéance, eh bien, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec nos intervenants, notamment Stéphanie Meyer, que je suis vraiment heureux d'accueillir, qui est la directrice de la filiale d'EM Service, filiale de RATP Dev. Bonjour Stéphanie. Bonjour à toutes et à tous. Également avec nous, Brendan Shepard de Virta France. Virta, tu nous le présenteras tout à l'heure, mais juste en une phrase, effectivement, Virta, qui est ce qu'on appelle un charge point operator, qui apporte la solution de bout en bout de la solution de recharge pour les bâtiments tertiaires ou les bâtiments, qu'ils soient publics ou privés, et qui permet donc notamment, on le verra, de se mettre en conformité avec cette échéance du 1er janvier 2025. Voilà. Donc, et moi-même, donc Arnaud Versavo, je suis le directeur marketing de Sobre Énergie. Sobre Énergie, on va le voir plus tard, nous sommes donc un bureau d'études et en même temps un éditeur d'une solution SaaS qui permet de superviser la consommation d'énergie des bâtiments tertiaires. Voilà, donc une petite intro très rapide, et puis vous le verrez, donc le programme, c'est tout simplement de savoir comment établir sa stratégie de décarbonation des mobilités, et Stéphanie nous rappellera justement quelle est cette échéance, quelle est cette réglementation qui s'impose et quelles sont les différentes réglementations. J'ai parlé tout à l'heure effectivement de celle du 1er janvier avec les bornes de recharge qui s'imposent sur 20%, en tout cas une borne toutes les 20 places, donc ça c'est une, mais il y en a d'autres, et Stéphanie pourra nous expliquer ça de manière beaucoup plus précise et fouillée, et comment établir sa stratégie de décarbonation des mobilités. Donc pour ma part, j'enchaînerai sur l'impact énergétique. En tant que spécialiste de l'énergie, Sobre Énergie est en capacité de vous prendre, en tout cas de vous partager quelques éléments
sur les ordres de grandeur, l'impact d'une solution, enfin d'une solution dans le cadre d'une mise en conformité, et ça va vous donner des ordres de grandeur sur ce que ça veut dire en termes de consommation d'énergie pour le bâtiment tertiaire. Qui est effectivement assujetti à pas mal de réglementations. Et enfin, Brendan nous partagera finalement la solution de recharge, notamment qui permet de se mettre en conformité. Voilà, donc juste quelques mots sur Sobre Énergie. Je l'ai déjà un peu dit, Sobre Énergie, en fait, nous sommes une filiale de la Banque des Territoires et du groupe La Poste. Très rapidement, en fait, notre mission, nous, c'est accompagner les entreprises et les collectivités locales dans le fait de réaliser des économies d'énergie, notamment bien sûr l'empreinte carbone liée à la consommation, à la combustion d'énergie, notamment sur des parcs tertiaires plutôt importants, mais ça peut aller de 20 à 30 sites. On accompagne notamment la première foncière de France, qui est La Poste Immobilier. Vous avez certainement sur votre territoire ou sur votre ville un bureau de poste qui est lui-même supervisé par notre plateforme qui s'appelle Datamark Neo. Donc effectivement, nous supervisons 16 000 bâtiments, celle de La Poste Immobilier, mais un certain nombre de collectivités locales également. Et nous avons un autre métier, celui de réaliser 300 audits, de réaliser des audits énergétiques et des études sur les bâtiments tertiaires, ce qui est un préalable pour identifier les gisements d'économie d'énergie notamment. Voilà, donc nous sommes une entreprise de 50 salariés avec une vingtaine d'énergie managers ou auditeurs et une équipe data et une équipe de développeurs qui permettent justement d'enrichir notre plateforme chaque jour. Voilà, donc j'ai essayé de le résumer ici dans ce slide. D'un côté, le monitoring énergétique et la mesure de la performance énergétique avec des datas issues des points de livraison ou de capteurs. Nous avons une nouvelle plateforme depuis très peu de temps, depuis le 5 novembre, qui s'appelle Datamark Neo et qui est la première plateforme IA Ready, en tout cas qui utilise, on le verra, j'ai rajouté quelques éléments de démonstration pour montrer que les données peuvent parler et peuvent justement répondre à des requêtes en langage naturel. Bien sûr, des audits et des études énergétiques. Nous sommes certifiés au PQI-BI. Et enfin, on accompagne l'ensemble de vos équipes décisionnaires, des gestionnaires, à travers des conseils, des énergie managers pour les sensibiliser, notamment aux éco-gestes et à des actions de performance énergétique. Voilà, très rapidement, c'est terminé pour cette partie, on va dire, un petit peu promotionnelle pour que vous compreniez qui parle. Et ensuite, on va enchaîner très rapidement sur cette période cruciale pour la transition énergétique. La transition énergétique pour les bâtiments tertiaires, c'est un peu le Rubik's Cube, c'est assez compliqué. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de réglementations qui impactent le bâtiment tertiaire, notamment le décret tertiaire que vous connaissez certainement, avec moins 40% en 2030 dans la trajectoire de consommation du bâtiment, le décret BAX, qui impose d'avoir un système, en tout cas alors la GTB en soi n'est pas forcément obligatoire, mais qui permet en tout cas d'automatiser un certain nombre d'usages, notamment l'éclairage, le chauffage, la ventilation et la climatisation. La loi climat et résilience, notamment avec la mise en œuvre de solutions de végétalisation et de systèmes d'énergie renouvelable. La loi APER avec cette fameuse obligation d'ombrière sur des parkings de plus de 1500 m². Ce qui va nous importer ici, c'est vraiment la loi LOM, notamment avec cette obligation du 1er janvier 2025. Et je vais laisser la parole à Stéphanie qui va nous expliquer plus en détail justement comment sortir de ce Rubik's Cube et établir sa stratégie de décarbonation des mobilités. À vous Stéphanie. Merci Arnaud. Donc, bonjour à toutes et à tous à nouveau. Donc, je me présente, donc Stéphanie Meyer, je suis la directrice d'EM Service. Donc, EM Service, donc nous sommes un cabinet de conseil et d'études en transport et mobilité durable, filiale du groupe RATP. Arnaud, si vous voulez mettre le slide, c'est mieux pour les participants. Donc, on intervient aussi bien pour les employeurs, donc les entreprises, administrations et hôpitaux, que pour les collectivités, les aménageurs et promoteurs, mais aussi pour le groupe. Donc, juste en précision, on intervient bien sur tout le périmètre France et pas seulement sur l'Île-de-France quand on pense RATP. Quand on aborde le prisme des bornes de recharge de véhicules électriques, nous, on le fait en posant la question des besoins en matière de mobilité et puis de véhicules. Donc, on a différents cadres d'intervention dans lequel on se pose la question.
Le premier, c'est celui des déménagements, dans lequel on va étudier la question des mobilités. Ça peut être aussi quand une entreprise veut définir sa politique de mobilité, son plan de mobilité employeur. Ça peut être quand on travaille sur les flottes de véhicules, et c'est là aussi qu'on a notre partenariat avec Sobre, puisqu'on travaille conjointement sur le sujet des audits énergétiques réglementaires, donc nous avec la casquette transport qui vient compléter la partie bâtiment. C'est également quand on travaille sur les questions de stationnement et également quand les entreprises se posent la question de leur bilan carbone, où on va chercher à modéliser et à améliorer le bilan carbone de l'entreprise. Et bien sûr, quand on va continuer à transformer les choses, on peut aider les entreprises à déployer des solutions, donc à savoir comment les mettre en œuvre et accompagner aussi les changements qui s'imposent vis-à-vis des collaborateurs. Donc juste pour précision par rapport à ces thèmes, donc nous on est référencé conseil et audit pour la partie vélo, le programme Objectif Employeur Pro Vélo qui vient compléter la réflexion, donc côté Fédération des usagers de la bicyclette, et on a une certification AFNOR pour tout ce qui concerne les audits énergétiques qui vont concerner les flottes de véhicules. Donc, c'est une véritable vue 360 sur l'ensemble des transports et de la mobilité durable. J'en profite juste, Stéphanie, pour dire à notre audience de surtout ne pas hésiter à mettre des questions, même en cours du webinaire. En haut à droite de votre écran, vous devriez avoir une petite encoche questions qui vous permet, dans un chat, de vous poser ces questions. Et en tout cas, on sera ravis de répondre à ces questions à la fin, pendant 15 minutes à la fin de ce webinaire. Voilà, pardon Stéphanie, je vous en prie. Pas de souci. Donc on peut rentrer dans le dur de la réglementation. Donc le premier point en fait de pourquoi est-ce qu'on se pose des questions quand on est un employeur, c'est parce qu'on a différents types de véhicules qui peuvent être amenés à nous visiter. La première, ce sont les flottes de véhicules qu'on maîtrise puisque c'est notre propre flotte de véhicules automobiles. La deuxième, où on est concerné aussi, c'est les véhicules personnels des collaborateurs qui vont venir aussi sur nos aménagements et sur nos parkings dans le cadre de leur déplacement domicile-travail. Et enfin, on a aussi les véhicules de nos visiteurs, donc qui peuvent être des clients, des usagers, des sous-traitants, des fournisseurs. Donc tout ça, c'est des prismes à prendre en compte quand on va se poser la question des bornes de recharge. Et donc en termes réglementaires, ces trois prismes, ils vont être concernés par deux lois fondatrices. La première que Arnaud a évoquée, c'est la loi d'orientation des mobilités, la LOM, et ensuite la loi climat et résilience qui est venue la compléter ou la préciser sur certains points. Donc, le premier prisme auquel on va s'intéresser, c'est le verdissement des flottes automobiles d'entreprise. Donc, le premier cas de figure cité, on a un certain nombre d'échéances qui ont été définies pour les flottes d'entreprises de plus de 100 véhicules automobiles, donc qu'elles soient gérées en propre ou au travers de loueurs, puisque en fait la loi LOM puis la loi climat et résilience ont précisé en fait les conditions de renouvellement en fait des parcs de véhicules avec l'obligation de mise en place d'un minimum de véhicules à faible émission à chaque échéance qui suit, donc à savoir 1er janvier 2022, donc échéance déjà passée, ainsi que 1er janvier 2024. Donc normalement en 2022, chaque concerné devait avoir au moins 10% de véhicules à faible émission dans son renouvellement. En 2024, donc actuellement au moins 20%. En 2027, 40% et en 70% à partir du 1er janvier 2030. Donc cette loi en fait était prédéfinie, mais on voit que on a eu un certain nombre d'interrogations parce que rien qu'en regardant en fait le premier palier, donc à fin 2022, on s'est rendu compte que 2/3 des véhicules qui étaient renouvelés, en fait, des 2/3 des entreprises qui avaient des véhicules à renouveler, finalement, ne respectaient pas déjà ce premier seuil de 10%. Donc, cette année, en début d'année et puis première partie d'année, un objectif d'accélération, donc avec des propositions de loi qui ont été soumises, donc, notamment la loi Adam, qui voulait accélérer la trajectoire avec une finalisation à 95% de renouvellement en faible émission en 2023 et des sanctions renforcées, justement, pour inciter les entreprises à aller plus loin. Mais bien sûr, avec les problématiques législatives et de renouvellement qu'on a actuellement, donc en termes de députés, etc., législatif, les lois ont été laissées en suspens. Néanmoins, avec le nouvel gouvernement, donc il y a eu une réaffirmation de la volonté d'avancer sur ce sujet, donc notamment dans le projet de loi de finances, mais encore aujourd'hui des discussions, puisque donc il y a un projet et une mission qui ont été lancés sur la question du verdissement des flottes, donc des choses qui vont arriver. Et en sous-jacent, finalement, le point de vue aussi, c'est d'inciter les entreprises à privilégier l'électrique et les hybrides rechargeables
rechargeables et aussi à limiter les tailles de véhicules, notamment pour les véhicules de fonction, parce qu'on a encore des car policy qui finalement ont des gros SUV et le bénéfice d'avoir un gros SUV électrique est discutable. D'accord. Donc, juste pour peut-être une petite question pour nos auditeurs, là, ces objectifs en fait de verdissement s'inscrivent dans une stratégie nationale bas carbone et en tout cas essayaient de s'inscrire dans la logique de respecter les accords de Paris, notamment les accords de Oui, Paris au notamment, sens de oui, COP oui. 21. Tout à fait. Il y a une forme de, en tout cas, de cohérence, même si il y a une difficulté à la concrétiser dans le cadre de cette électrification des flottes. Tout à fait. Donc, le deuxième cadre aussi qui va poser question et qui a été introduit par la LOM, c'est les zones à faible émission, qui là vont concerner aussi bien les véhicules de la flotte que les véhicules des collaborateurs qui viennent au travail en véhicule personnel, puisque la LOM définissait différents niveaux d'obligation et d'interdiction de typologie de véhicules en fonction de certaines échéances calendaires, en fonction de leur vignette critère. Donc, on va dire en sous-jacent, en fonction de l'âge du véhicule, même si c'est un petit peu simplifié, le principe de vignette critère. Aujourd'hui, on a aussi quelque chose qui a été pas mal renouvelé au point de vue des précisions et des discussions législatives. À l'origine, en fait, on avait 5 villes qui étaient concernées par la vraie mise en œuvre d'un territoire ZFE. Par contre, certaines villes étaient déjà en avance, même si elles n'étaient que territoires de vigilance, parce qu'elles étaient en dessous des seuils, mais en dessous des seuils réglementaires de qualité de l'air, mais au-dessus du seuil de l'OMS. Donc tout ça en fait fait que on a aujourd'hui une dizaine de villes qui sont plutôt dans une démarche volontariste, même si en 1er janvier 2025, on a 2 territoires qui sont particulièrement concernés par une interdiction des vignettes véhicules de critères 3 et plus, donc qui sont Paris et Lyon, où on a un certain nombre de points de vigilance à avoir pour les entreprises et les gestionnaires de flotte entreprises et puis les multi-managers finalement de ces entreprises. J'allais dire sur les autres territoires, on est un petit peu plus souple puisqu'on parle de véhicules qui sont vraiment très très anciens, qui sont à écarter de ces zones à faible émission, grosso modo. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est que globalement, 2025, c'est une année encore souple, puisque si je prends l'exemple de la ZFE en Île-de-France, on voit que son cadre, on serait sur du lundi, vendredi de 8h à 20h, et puis les entreprises peuvent obtenir des dérogations pour les véhicules des travailleurs qui sont en horaire décalé, c'est-à-dire dont l'activité commence ou finit entre 21h et 6h. Donc, on a une certaine souplesse. Et puis, on sait que l'année en cours et l'année à venir sont plutôt entre guillemets pédagogiques. On aura certes des contrôles physiques, mais j'allais dire le système deviendra plus coercitif quand on mettra en œuvre le système national de lecture de plaques qui intervient plus tôt. On est là sur un horizon 2026 ou 2027, si vous voulez. C'est là que ça s'accélérera. Néanmoins, on voit que nos principaux clients qui ont des flottes conséquentes s'intéressent à la question et ont des actions déjà en cours aujourd'hui pour savoir en fait comment prendre en compte le sujet, tant pour leur flotte que pour les véhicules des collaborateurs qui viennent au travail en voiture. Effectivement, donc il y a une forme de maturité sur l'Île-de-France et la métropole de Lyon, même s'il y a encore une forme de souplesse. Et pour les autres territoires, il y a encore du boulot. Oui, c'est tout à fait. Même si elles sont, j'allais dire, plus, enfin, entre guillemets, tranquilles par rapport à la qualité de l'air chez eux. Oui, oui, d'accord. Il y a une moins grande pression sur ces aspects-là, effectivement. Oui, Ceci dit, tout il à peut y fait. avoir des difficultés ponctuellement sur certaines Mais métropoles. ouais, ouais, c'est ça. Et on sait que ça va arriver en 2026, 2027. Il y a un moment où ça va arriver. Alors, le troisième thème dont on veut parler, puis c'est quand même le cœur de notre webinaire, donc ce sont finalement les obligations qui pèsent sur le stationnement pour les entreprises et qui là vont concerner finalement nos 3 types de véhicules qu'on a parlé, à la fois les flottes, les véhicules des collaborateurs et les véhicules des visiteurs. Donc c'est la LOM qui a introduit des obligations et qui ont été ensuite précisées par le Code de l'habitat. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du 1er janvier 2025, tous les bâtiments non résidentiels qui ont plus de 20 emplacements de stationnement doivent avoir au moins un
point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, qui doit être situé sur un emplacement de parking qui est accessible à des personnes à mobilité réduite. Ça, c'est la première exigence. On commence par la place PMR avec une borne rechargeable. Ça, c'est la première exigence. Et ensuite, toutes les tranches de 20 emplacements supplémentaires, on doit mettre en œuvre un point de recharge complémentaire, donc toutes les 20, avec toutefois donc une petite précision. Donc, on introduit la notion de travaux importants qui vient potentiellement, j'allais dire, alléger la douloureuse, puisque en fait, on va faire un exercice de comparaison entre les coûts d'arrivée au tableau de bord général et les coûts de déploiement de nos X bornes à déployer. Donc, la tolérance dit qu'on ne peut pas dépenser plus d'argent après le tableau de bord général qu'avant. Donc, quelque part, pour des parkings qui seraient très étendus, ça peut, entre guillemets, forcer, enfin, ou faciliter en fait la limitation du nombre de bornes à coût égal de part et d'autre du tableau de bord, en fait, hein, globalement. Mais là, on parle bien de parkings qui seraient très étendus ou très compliqués à mettre en œuvre. Juste une petite précision, là, c'est tous les parkings non résidents, des bâtiments non résidentiels, y compris souterrains ou pas? Alors oui, en théorie, oui, y compris souterrain. Après, on sait, et on a des cas de figure, que potentiellement, ça nécessite des aménagements un petit peu plus compliqués. On parlera de normes de sécurité aussi et de cas de mise en œuvre. Pour l'instant, on a des cas de figure, on a des clients qui ne peuvent pas être 100% aux normes sécuritaires dans ces cas-là. Donc ça va, on a des temps d'adaptation qui sont, entre guillemets, tolérés. Donc il y a une certaine bonne intelligence de la part de l'administration, même si les aspects, je suppose, incendie sont effectivement regardés avec soin. Bien sûr, bien sûr. Et j'allais dire souvent dans ces cas-là, enfin, le fait d'avoir commencé à travailler la chose et à réfléchir à la chose, entre guillemets, introduit une certaine tolérance, puisque vous avez un plan de mise en œuvre, c'est quand même plus simple de se dire, j'ai commencé à travailler les choses, je sais que je ne peux pas le faire dans les temps ou qu'il y a des choses à faire, donc on travaille en bonne intelligence. Néanmoins, peut-être Arnaud, quand même pour précision, on sait que là, c'est une sanction qui est quand même un peu plus encadrée que des deux lois dont on parlait précédemment, puisque là, vous pouvez avoir des visites d'agents assermentés, ce qui n'est pas trop le cas, enfin, ou j'allais dire plus épisodique dans les deux cas précédents, et donc avec des amendes administratives qui peuvent aller jusqu'à 100 000 euros pour une personne morale, et puis des assignations journalières avec jusqu'à 1 500 euros par jour si on est notifié. Mais ça reste, ouais. Pour l'audience, ça se concrétise, ça peut se concrétiser par un courrier, ça peut se concrétiser par une visite impromptue ou ça peut, ou Alors, d'abord. non, en général, on est notifié que l'agent va passer, hein. Enfin, D'accord. Ah, ok. bon, ceci dit, on peut pas mettre souvent, c'est pas quelque chose qu'on peut déployer en 5 minutes, donc enfin, D'accord. alors, pour vous illustrer comment est-ce qu'on réfléchit à la mise en œuvre d'une stratégie de décarbonation, on a pris un cas pratique qui est un client du secteur hospitalier, donc qui est multi-site, hein, donc multi-établissement, et qui se pose justement une réflexion globale sur la question des mobilités, donc aussi bien mobilité domicile-travail et flotte de véhicules, donc dans le cadre de son plan de mobilité employeur, et son objectif, c'est vraiment d'améliorer le bilan carbone de l'établissement. Donc, son objectif, c'est bien d'agir sur toutes les dimensions, les déplacements des agents, domicile, travail, pro et flotte de véhicules, des fournisseurs et des visiteurs des établissements. Et donc, mon objectif, c'est de vous expliquer un petit peu comment on traite la problématique. Très bien. Donc la première étape chez nous, indépendamment de toute obligation réglementaire, consiste à comprendre en fait les pratiques de déplacement. Donc par quoi ça passe? Ça passe par une enquête quantitative auprès des agents sur leurs usages actuels des mobilités. Donc pourquoi et quand est-ce qu'ils se déplacent? Est-ce qu'ils utilisent un véhicule en particulier, un véhicule de service, un véhicule de fonction, un véhicule personnel? Est-ce qu'ils utilisent des modes de transport alternatifs? Quand ils utilisent des véhicules, savoir aussi dans quel contexte ils se déplacent. Est-ce que l'urbain de l'autoroute, quelle distance ils font sur leur type de déplacement. Est-ce que quand ils se déplacent aussi, ils ont des pratiques vertueuses de type covoiturage? Est-ce qu'ils déposent des gens en route? Enfin, c'est des choses qu'on cherche à comprendre. Et ensuite, pour les usagers qui seraient ou les agents qui seraient déjà dotés de
véhicules électriques, c'est où est-ce qu'ils vont se recharger aujourd'hui? Est-ce que c'est à domicile? Est-ce que c'est en route? Est-ce que c'est sur le site de l'entreprise? Donc ça, c'est une photo de l'actuel. Et ensuite, on va aussi les questionner sur comment est-ce qu'ils imagineraient se déplacer demain. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ne voudraient vraiment pas faire et éventuellement, s'il y a des choses qu'ils veulent faire, à quelles conditions en fait. Donc ça permet de préfigurer comment est-ce que leurs conditions de déplacement pourraient être amenées à évoluer. En complément, dans ce cas de figure, donc on mène aussi une enquête quantitative auprès des visiteurs et on fait des entretiens aussi auprès des principaux fournisseurs qui sont amenés à faire des livraisons sur site pour voir finalement sur ces deux populations aussi, comment est-ce que petit à petit on va migrer vers d'autres types de véhicules et de quelle nature. Donc ça, c'est la photo et la projection. Ok, juste pour forcément, évidemment, cette étude, en tout cas les conclusions sont forcément dépendantes aussi du métier. C'est-à-dire que si vous êtes Bien un sûr. site qui est à dimension logistique ou en tout cas qui accueille un certain nombre de flux entrants et sortants à grand volume, ça peut évidemment changer la donne. Ah ben bien sûr, et là on est sur donc l'exemple, c'est une population d'agents hospitaliers. Vous avez aussi bien des populations qui sont en horaire décalé parce qu'elles interviennent auprès de patients à différents horaires, que des populations administratives, aussi des populations de médecins qui sont amenés à se déplacer en intersite en fait pendant la journée. Donc tout ça, c'est des configurations qu'on va prendre en compte. Ensuite, l'idée, c'est finalement de dessiner notre flotte de demain en partant en fait de notre enquête pour faire une projection des comportements futurs et de retravailler sur les dotations et les modes de transport des agents en travaillant à partir des usages. Ce qu'on cherche avant tout, c'est de rendre le cadre de mobilité le plus vertueux possible. Donc on ne s'interdit pas de rationaliser des flottes de véhicules, de mutualiser des véhicules, de substituer aussi certains véhicules par des vélos, type vélo de service, vélo de fonction, d'inciter aussi à certains usages des transports en commun, à des vélos personnels, à mettre en place des dispositifs comme le crédit mobilité pour avoir des véhicules plus petits ou se passer de véhicules, par exemple, pour des gens qui seraient dotés de véhicules de fonction. L'idée, c'est vraiment de se dire, ma flotte de demain, la plus vertueuse possible, à quoi elle peut ressembler. Ensuite, je travaille aussi sur la car policy en travaillant sur les types de véhicules que j'autorise, les motorisations, les tailles. Et l'idée, c'est finalement de se dire comment est-ce que demain je mets en œuvre tout ça. Alors pour les flottes, j'ai la main, donc je peux travailler aussi à me dire, est-ce que je vais faire ça en mode Big Bang si ma flotte n'est pas si grosse que ça? Est-ce que je vais faire, si j'ai une grosse flotte, travailler de façon plus opportuniste, notamment en fonction des établissements, par exemple, de se dire, il y a certains contrats sur certains sites que je peux arrêter ou que je peux faire évoluer à certains moments, ou je fais aussi des migrations séquencées par site. Donc ça, c'est des choses que je travaille. Et en parallèle, j'ai mes hypothèses aussi d'évolution des équipements des fournisseurs et visiteurs que je projette aussi dans le temps, de façon à avoir une vue projetée de mes besoins et de mes usages, avec, comme j'avais des questions sur quels sont les freins, je mets aussi en place un cadre organisationnel et un cadre d'accompagnement au changement pour finalement faire accepter qu'on ne conduira plus demain comme on conduit aujourd'hui. Oui, anticiper, bien sûr. Juste un petit mot aussi à notre audience pour inciter, on prendra en compte toutes vos questions à la fin. Donc merci Romain, merci Marie-Claire, Delphine pour vos questions. Elles seront prises en compte à la fin, ne vous inquiétez pas. Je vous laisse continuer, Stéphanie, le troisième point. Donc le troisième point, c'est comment est-ce que je corrèle tout ça finalement à mes besoins de stationnement et d'infrastructure de recharge. Donc ici, j'ai un cas de figure où j'ai deux espaces parking. J'ai un espace parking qui est dédié aux agents, sur lequel on peut garer des véhicules de flotte et des véhicules personnels. Et j'ai un espace parking qui est visiteur, donc ouvert. Globalement, la problématique stationnement, on va la travailler de façon globale, puisque donc j'ai parlé de substitution ou de mutualisation ou d'usage partagé. On va retravailler à la fois où est-ce que je vais mettre en place mes locaux sécurisés vélo, où est-ce que je vais mettre en place des places dédiées pour le covoiturage et les personnes à mobilité réduite. Et en parallèle, finalement,
par rapport à mes besoins et par rapport à les réglementations, je vais dimensionner aussi le nombre de bornes nécessaires par rapport aux usages que j'ai projetés, avec une montée en charge, bien sûr. Comme je parlais d'un établissement qui est multisite, forcément, je ne peux pas faire forcément la même chose sur chaque site. J'ai des contraintes. Soit parce que j'ai des parkings parfois dont je maîtrise complètement le cadre, parfois pas. Donc je vais prendre en compte aussi en parallèle de mon déploiement le déploiement des bornes en fonction des contraintes de travaux, de la disponibilité de gaines électriques, de mise aux normes sécuritaires, on l'évoquait précédemment. Et l'idée, c'est de construire en parallèle de mon déploiement de flotte et mon déploiement de bornes sur chaque site d'établissement en fait. Donc je fais bien sûr une montée en charge progressive qui est cohérente. On a des clients, on a déjà eu le cas où les véhicules étaient livrés avant que le parking soit prêt. Donc c'est un petit peu dommage. Oui, C'est un petit peu dommage, c'est mais ça arrive. Et puis ensuite aussi, c'est vrai que comme on est sur là par exemple le cas de figure des établissements hospitaliers, parfois on n'a pas exactement les budgets qu'il faut, donc on attend certaines subventions à certains moments, donc on séquence aussi par rapport à ça. Donc c'est un vrai, c'est-à-dire c'est une vraie ingénierie de mise en œuvre. Et ensuite se pose la question, puisqu'on là on parle des collaborateurs, on parle aussi pour leur véhicule personnel, on parle aussi des visiteurs, de mettre en place un business model de la recharge, puisque on peut être amené à tarifer en fait ce qu'on propose à des tiers. Euh, c'est une des questions qui mhm. apparaît. On pourra éventuellement en revenir dessus dans les Oui. questions, effectivement, du coût, notamment pour les visiteurs. Et puis, il y a des questions également sur la partie qui doit financer, en fait, tout ça, Mhm. le locataire, le propriétaire. Je vous propose, on traitera ces points-là à la fin. Mhm. Et peut-être donc pour finir, le dernier point qu'on a aussi un peu systématiquement à traiter et qu'on a traité dans ce cas-là, c'est la problématique de l'équipement des domiciles en borne de recharge, puisque même s'il existe des dispositifs de subvention que les entreprises peuvent décliner, on est dans un cadre qui est relativement facile à mettre en œuvre quand les collaborateurs habitent en maison individuelle. Par contre, dès lors qu'on est en habitat partagé, donc avec un syndic de copro et une copropriété, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Ah, le Euh, problème de la copro. voilà. Donc là, il y a encore des trous dans la raquette, puisque quand on a choisi des acteurs de déploiement, parfois on n'arrive pas forcément à déployer à la vitesse à laquelle on souhaiterait. Et Alors, enfin, oui, ouais, et pardon, excusez-moi, ouais, juste j'ai pour le dernier finir, point. le Excusez-moi. dernier point qu'on peut étudier aussi, justement pour se substituer des copros, c'est de trouver, de fournir un modèle où on fournirait des cartes de rechargement, au même titre qu'on a des cartes essence, des cartes de rechargement pour que les collaborateurs se rechargent en route. Mais là, ça a un impact sur des durées de trajet, par exemple. Oui, la fameuse problématique de l'itinérance Mhm, qui permet d'avoir des points de recharge qui ont dépassé les 100 000 points de recharge, il me semble, en itinérance, en tout cas en mhm, France déjà depuis 2023, au prix de gros efforts. Voilà, mhm, je vous propose maintenant juste d'enchaîner sur un autre aspect. Donc, on a vu effectivement l'aspect organisationnel, la stratégie. Maintenant, c'est simplement, en tout cas, de vous faire prendre conscience, en tout cas de vous montrer que les IRVE ont en tout cas un impact important en termes d'exigences énergétiques et au regard des aspects réglementaires qui touchent aussi les bâtiments tertiaires. On parlait de Rubik's Cube et du fait que justement le bâtiment tertiaire en soi, de manière générale, est soumis à d'autres exigences réglementaires que ces exigences de la loi LOM. Il faut prendre conscience que finalement tout s'articule entre eux, toutes ces obligations s'articulent les unes avec les autres et normalement, en tout cas, elles visent toutes à servir une stratégie globale qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone et en tout cas d'arriver à se rapprocher le plus possible des objectifs de la COP 21 pour essayer de maintenir en tout cas le plus possible, même si malheureusement il est déjà peut-être obsolète, le fameux 1,5 degré 1,5 degré en termes d'augmentation de la température globale de la Terre. Donc juste un petit rappel, cette période de 2024-2030, elle est vraiment cruciale pour la transition énergétique des bâtiments tertiaires. Vous savez qu'on a le décret tertiaire, on a le décret BAX. Décret tertiaire, c'est la prochaine obligation, c'est la baisse des consommations d'énergie du bâtiment tertiaire à moins 40%
en 2030, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Il faut être en mesure d'établir les actions de performance énergétique et comme ça, on peut se dire que évidemment électrifier sa flotte va potentiellement, et c'est sûr, vous allez le voir juste après, que c'est ajouter finalement des consommations électriques supplémentaires à des consommations existantes. Et donc d'une certaine manière, il faut arriver à compenser cette augmentation liée à l'électrification des flottes à travers des efforts soit de sobriété, soit tout simplement des solutions qui permettent d'automatiser les usages électriques du bâtiment ou les usages de chauffage, de la climatisation, de la ventilation à travers des solutions de mise en conformité à l'autre articulation, l'autre pendant, le décret BAX, qui permettent donc d'automatiser le chauffage, la ventilation, la climatisation en fonction de l'intensité d'usage, de la présence des salariés au sein du bâtiment tertiaire notamment. Et donc ça, c'est vraiment en fait une opportunité. Alors, c'est pas galvaudé comme expression. Pourquoi? Parce que finalement, le fait de pouvoir piloter les consommations et aussi les consommations liées à l'électrification des flottes et notamment des bornes de recharge, bah, c'est de l'utiliser à terme comme un levier de flexibilité. Vous avez peut-être entendu parler du lancement en début novembre de cette année d'un nouveau protocole qui dit FlexGrid, qui vise à essayer de constituer en fait un langage commun de transfert de données entre les agrégateurs, les fournisseurs d'énergie, les gestionnaires de réseau et les utilisateurs finaux qui sont vous-même pour pouvoir arriver à décaler les consommations d'énergie liées à la recharge notamment. Et ça constitue un élément de flexibilité. Vous allez voir un petit peu plus précisément ce que ça veut dire, décaler la recharge et notamment à des moments particuliers où c'est particulièrement moins cher. Et pourquoi? Parce que de plus en plus, les énergies renouvelables, notamment, vont s'associer de plus en plus aux solutions de recharge, notamment sur les parkings, puisque les parkings, comme vous le savez, sont assujettis de plus en plus, notamment les parkings de plus de 1500 m², à la mise en place de centrales photovoltaïques en autoconsommation avec des ombrières. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui se met en place petit à petit. Et donc, le fait de pouvoir décaler sa recharge, ça va permettre justement de profiter de ces énergies renouvelables. Quelques éléments de chiffres ici, c'est vraiment des éléments théoriques, mais pour que vous ayez en tête, qu'est-ce que ça veut dire l'impact d'un coût additionnel en termes en tout cas de consommation d'énergie de kilowattheure. Vous avez quelques ordres de grandeur. Si on se place sur un bâtiment qui a une consommation de 500 mégawattheures environ, sur un bâtiment tertiaire de taille moyenne qui aurait un parking d'environ 100 places, hein, avec 5 bornes de recharge, puisqu'on vient de voir tout à l'heure qu'il y a une obligation d'une borne toutes les 20 places. Si on se plaçait dans une hypothèse d'installation d'une borne, ou en tout cas de bornes de 22 kW, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, on le verra après avec Brendan, mais il y a différents modèles de bornes. C'est tout simplement une borne, c'est tout simplement une sorte de robinet qui vous permet d'ouvrir les vannes et d'alimenter vos véhicules, enfin, les véhicules électriques avec un certain niveau de puissance. Ça peut être 7, le minimum chez vous, ça peut être 3 ou 4 kW. Évidemment, la durée de recharge est forcément dépendante de cette puissance et de ce robinet qui s'ouvre plus ou moins fort. Forcément, lorsque vous faites des calculs, vous vous basez sur un nombre de jours ouvrés, sur la consommation d'une borne par jour et forcément l'agrégation de ces bornes à l'échelle de la grappe, et enfin, vous projetez sur la consommation annuelle de la borne. Ce qui vous donne un ordre de grandeur d'un ajout, en tout cas d'une augmentation de la consommation énergétique globale du bâtiment lié à l'électrification de ces flottes. Donc, bien sûr, ces éléments de consommation ne sont pas directement liés au bâtiment, c'est ce qu'on appelle lié au process. Et donc, dans cette optique, il est nécessaire d'arriver à piloter le plus possible les consommations des véhicules qui viennent, schématiquement, qui viennent à 9 heures, potentiellement essayer de se plugger ou de se brancher à 9 heures et qui viennent, boum, se charger en même temps et potentiellement créer un pic de consommation à un moment où peut-être l'électricité est le plus cher à produire. Et donc l'idée, c'est d'arriver à décaler
dans un contexte bien sûr de ces bâtiments tertiaires, d'arriver à déplacer les recharges notamment imaginez vous avez un contrat d'énergie qui serait dynamique avec des heures creuses et des heures pleines. Chez vous, dans un contexte peut-être particulier, vous avez peut-être ce type de contrat. Eh bien, le but, c'est d'aller vers ce type de contrat où vous allez déplacer les heures de recharge des heures finalement pleines vers les heures creuses à un moment où c'est particulièrement attractif de soutirer du réseau, où éventuellement les énergies renouvelables contribuent au mix énergétique global et donc au fait que finalement la production d'électricité est particulièrement pas chère. Donc voilà, ce type de mécanisme est possible, notamment donc de lisser la courbe de charge, de baisser la demande et de décaler soit de manière comportementale, soit de manière automatisée à travers différentes solutions. Et Brendan nous en parlera plus en détail par la suite. Mais déjà, c'était pour vous donner un petit peu le principe de finalement des solutions de recharge, des bornes de recharge qui contribuent à la flexibilité et permettent finalement de soutirer du réseau au moment où ça a le plus de sens, au moment où elle est plus décarbonée, ou en tout cas aussi le signal prix est le plus faible. Alors, des éléments, le fait déjà de prendre conscience de sa consommation d'énergie liée aux bornes de véhicules électriques et pouvoir le monitorer et le suivre dans le temps, ça répond à une obligation, on l'a vu, liée au décret tertiaire, puisqu'il faut arriver à réduire sa consommation à moins 40% de manière globale sur le bâtiment d'ici 2030. Mais il faut savoir, en tant que gestionnaire, il y a des impacts liés à l'architecture de votre suivi de consommation et notamment liés aux compteurs qui sont mis en place. Donc, il faut avoir en tête que le suivi des consommations IRVE, vous avez différents compteurs qui peuvent être mis à disposition, soit le compteur, il y a plusieurs scénarios, soit le compteur du gestionnaire de réseau, GRD, vous permet de monitorer de manière spécifique la grappe de borne et vous êtes en mesure à ce moment-là, grâce à la collecte des informations des consommations des grappes de borne, de restituer, par exemple, sur notre plateforme Datamark Neo, ici vous avez un petit aperçu, ce type de graphique, de data visualisation qui vous permettent d'identifier le sous-comptage, c'est-à-dire la consommation spécifique liée aux bornes de véhicules électriques, et donc de voir si la tendance, quelle est la part des bornes IRVE au sein de la consommation globale du bâtiment ou éventuellement s'il y a une augmentation importante liée à la consommation des recharges, liées à la consommation rattachée aux recharges. Donc ça, c'est le fait d'avoir un compteur spécifique lié à la grappe de borne, et ça, le gestionnaire de réseau dit Enedis, que vous connaissez certainement, a mis en place ce type de compteur, donc ça il faut l'avoir en tête, ou alors il n'y a pas de compteur qui est spécifique pour la grappe de borne, et dans ce cas, peut-être que vous disposez sur votre parc de bornes d'une solution de supervision type Virta, et notamment Brendan nous en parlera de manière spécifique. Et à ce moment-là, les données de consommation peuvent être collectées collectées grâce à la plateforme de Virta, puis transférées à la plateforme Datamark Neo qui supervise l'ensemble du bâtiment pour pouvoir vous restituer ce type d'indicateur. S'il n'y a pas ce type de solution, il est toujours possible d'ajouter un sous-compteur connecté au niveau du tableau divisionnaire auquel est rattachée la grappe de borne afin de collecter les consommations d'énergie, consommation d'électricité et de vous restituer ce type d'indicateur. Il faut savoir, dernier point, que les consommations en fait, d'IRVE, c'est-à-dire des bornes de recharge, qui sont sous-comptées, c'est la condition, en tout cas, peuvent être retranchées de vos consommations qui sont déclarées dans le cadre du dispositif du décret tertiaire. Donc ça permet, si vous voulez, si vous avez un sous-comptage, si vous avez toutes les solutions que j'ai énumérées jusque-là, alors vous êtes en mesure d'avoir une trajectoire, une consommation globale de votre bâtiment qui ne sera pas impactée par le fait de soutirer ou de recharger vos véhicules électriques. C'est une forme de prime finalement à l'électrification dans le cadre du dispositif éco-énergie tertiaire ou décret tertiaire.
Voilà, donc ça c'est un élément important et qui peut déclencher, alors il faut avoir conscience de ces prérequis. Voilà. Dernier point, juste pour vous dire que évidemment la plateforme qui permet de collecter, de restituer ce type d'indicateur, c'est Datamark Neo, en tout cas c'est celle que je voulais vous montrer ici. Vous avez vu quelques indicateurs avec un petit copie d'écran. Cette plateforme, elle a la spécificité en fait de maintenant d'être prête pour l'intelligence artificielle générative. Et là, vous avez une petite copie d'écran de notre plateforme où finalement, un de nos clients Transgourmet, on est en capacité de requêter de manière en langage naturel les consommations de son parc liées à ces bâtiments. Et finalement, ça s'applique à tout usage électrique à partir du moment où on est en mesure de collecter les données de consommation à travers les instruments que je vous ai exprimés juste avant, c'est-à-dire des compteurs, des plateformes éventuellement interopérables comme Virta ou d'autres compteurs, sous-compteurs connectés. Voilà, donc ça, c'est une spécificité de Datamark Neo qui permet à nos energy managers de vous accompagner sur cette dimension d'exploitation des bornes, voire à une échéance assez courte, en 2025, nous l'espérons, de le mettre à disposition des gestionnaires de sites, ce type de service à la demande sous forme d'assistants qui vous permettent de faire des requêtes en langage naturel. Voilà, j'en ai fini. Donc, pour résumer, en fait, l'impact, c'est la réduction des coûts énergétiques grâce à la flexibilité, notamment avec l'articulation des systèmes BACS ou éventuellement de GTB, avec des tarifs dynamiques heure pleine, heure creuse, l'amélioration de la performance environnementale liée à la décarbonation de votre flotte, ça on l'a vu tout à l'heure avec Stéphanie, la supervision globale de vos IRVE comme un usager électrique dans le contexte du bâtiment, éventuellement, grâce à l'aide de l'IA générative, vous permet ensuite d'interagir plus facilement pour comprendre et suivre les consommations d'énergie. Bien sûr, les IRVE, ça contribue à l'attractivité de votre site comme un lieu de recharge, mais ça, on va le voir plus spécifiquement avec Brendan. Voilà, Brendan, je te laisse la main. Oui, merci Arnaud. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi d'être là. Donc je m'appelle Brendan, je travaille pour Virta depuis maintenant 3 ans. Je vais vous parler de la partie un peu concrète du déploiement de bandes de recharge sur différents types de sites. En commençant par une petite présentation rapide de Virta. Donc on est une société finlandaise créée en 2013. On a un petit peu on a 9 bureaux aujourd'hui en Europe. Donc, je représente Virta SARL, qui est la subsidiaire française de Lincoln Virta, une maison mère. Donc, Virta, c'est 7000 bornes détenues en direct sur le territoire français, un réseau de 105 000 bornes de recharge déployées en direct à travers l'Europe. Un réseau un petit peu plus large, interopérable via des accords d'itinérance avec d'autres opérateurs de mobilité sur le marché, qui permettent en fait à nos utilisateurs d'accéder à un peu plus de 550 000 points de charge disponibles à travers nos services de recharge. Donc ça représente une couverture d'environ 65% finalement des bandes de recharge qui sont déployées à travers l'Europe aujourd'hui. Voilà, et puis une petite stat intéressante, mais Virta, ça représente environ une recharge toutes les secondes et demie à partir de notre plateforme à travers l'Europe. Donc notre stratégie go-to-market, donc on est une société particulièrement active sur le domaine du B2B, aussi très active sur les marchés publics. On peut s'attaquer au résidentiel, mais de manière indirecte. En fait, on va surtout s'attaquer au résidentiel via des partenaires qui nous achètent la prestation de supervision ou la prestation complète, globale de Virta, pour la revendre à leurs propres clients, donc entre autres le marché du résidentiel. Je vous ai mis une petite liste de clients avec lesquels on travaille à droite de la slide. On identifie certains secteurs qui sont particulièrement propices à l'installation de bornes de recharge. Donc le retail, finalement tout ce qui est recharge à destination, entre autres les hôtels. Le secteur de l'immobilier qui est particulièrement actif dans le déploiement des bornes de recharge, forcément les opérateurs de parking qui eux sont aussi pas mal avancés dans l'équipement de bornes,
Les stations-service, vous le voyez vous-même hein, quand vous êtes en itinérance, toutes les bornes de recharge rapide qui sont équipées sur les aires d'autoroute, l'industrie automobile qui est elle aussi forcément très active dans le déploiement de bornes de recharge en association avec la technologie de véhicules qui sort de ces sociétés, les fournisseurs d'énergie qui sont une cible très intéressante justement sur le déploiement de bornes de recharge. Donc fournisseurs d'énergie sur le secteur privé et puis les syndicats d'énergie au sein du domaine public qui, eux, ont à leur charge finalement le déploiement de bandes de recharge accessibles au grand public. Alors, comment Virta se positionne finalement sur le marché de la bande de recharge? Donc, avant tout, il faut comprendre que Virta, c'est un intégrateur de solutions. Hein, donc, c'est vraiment une société à guichet unique qui va servir de point central pour déployer l'intégralité des services nécessaires pour l'équipement et l'utilisation de bandes de recharge sur différents types de sites. Donc, on est une société finalement qui va distribuer des bandes de recharge. Hein. On a un catalogue riche en bandes de recharge, différents types de bornes, des bornes rapides, des bornes en courant continu, des bornes un peu plus lentes, donc en courant alternatif, et donc un catalogue suffisamment riche pour pouvoir justement desservir l'intégralité des besoins d'une multitude de typologies de clients qui auraient besoin de s'équiper en borne de recharge. Là, pour notre cas d'usage, Brendan, en fait, c'est plutôt de la 7 à 22, voire un petit peu de DC pour un bâtiment tertiaire. Ouais, alors pour la recharge sur la partie résidentielle, ça va être de la borne monophasée, donc 3,7 ou 7,4 kW, 7,4 kW maxi, connaissant les limitations de puissance qui sont associées au résidentiel. L'équipement au bureau, on a un petit peu plus de possibilités, mais c'est vrai qu'on va essayer de se concentrer sur de la recharge soit en 7,4 kW, soit en 11 kW. Sachant qu'aujourd'hui, il y a différents paramètres à prendre en considération lorsqu'on va essayer de réfléchir à la puissance souhaitée ou la puissance à fournir sur un lieu de travail. Un facteur extrêmement limitant étant la technologie du véhicule. Donc, les fabricants automobiles, aujourd'hui, il y a un consensus qui va se faire autour de la recharge en 11 kW. Voilà. Oui. Donc, on va essayer de se concentrer sur ces puissances de charge lorsqu'on va équiper un lieu de travail. Ok, très clair. Alors, ça, c'était la partie, j'ai envie de dire, hardware. Ensuite, il y a la partie logicielle qui fait partie du service de Virta. Donc, en fait, cette partie logicielle, on va la scinder en deux briques. Donc, je vais utiliser un peu de jargon dans le monde de la borne, mais donc, il faut savoir que Virta, aujourd'hui, c'est un acteur CPO, Charge Point Operator. Donc, acteur CPO, cela veut dire en fait qu'on a une plateforme qui est disponible pour nos clients, donc les organisateurs projets, hein, les sociétés qui vont faire appel à nos services. Et donc, je vous ai énuméré les briques principales de services qui font partie de notre plateforme de gestion de bornes. Donc, c'est une plateforme qui va permettre à nos clients d'avoir une vue d'ensemble finalement sur leur parc de bornes de recharge sur un site ou au national, sur une multitude de sites. C'est une plateforme qui va permettre en fait de déployer tous les services liés à la gestion énergétique. Donc, Arnaud en a parlé. Lorsqu'il y a un site qui a des limitations de puissance, on va justement faire appel à nos services de gestion d'énergie intelligents qui vont permettre finalement d'optimiser l'alimentation électrique vers les bornes de recharge. Et finalement, l'objectif final, c'est de maximiser le nombre de bornes de recharge que l'on va pouvoir installer sur les sites, tout en gardant en considération justement cette limitation de puissance. Notre plateforme CPO qui va aussi permettre de mettre en place tous les services liés aux transactions sur les bornes de recharge et à l'automatisation de la facturation. Concrètement, ce que cela veut dire, c'est que notre service va permettre aux propriétaires de bornes de mettre en place un tarif de charge et donc de revendre le service de charge auprès de ses salariés, auprès d'intervenants externes qui viendraient sur site. Notre service CPO qui permet aussi la gestion des conducteurs et la gestion de la flotte de véhicules. Donc, gestion des conducteurs, c'est finalement gérer l'intégralité des groupes de conducteurs qui vont être amenés à utiliser les bornes de recharge. La gestion de la flotte, c'est finalement donner de la visibilité sur la consommation de la flotte de véhicules à des personnes
personnes qui seraient enclins à avoir besoin de ce type d'informations, entre autres les gestionnaires de flotte qui travaillent au sein de ces sociétés. La création de rapports de consommation, donc une fois que les bornes sont installées et en usage, notre service de charge va permettre de générer un tas de rapports autour de la consommation des bornes, donc des rapports de maintenance, des rapports de consommation et des rapports financiers qui sont utilisés par nos clients au sein des différents départements qui font partie de ces sociétés pour de la communication interne, de la communication externe, voilà, juste simplement suivre l'utilisation qui est faite des bornes. Et enfin, le dernier pilier de la partie CPO, donc des services de télémaintenance et de support 24/7 pour les conducteurs de véhicules électriques, qui facilitent l'usage en fait des bornes de recharge sur toute la durée contractuelle. Je m'attaque maintenant à la partie donc service de mobilité, qui est le troisième pilier du service de Virta, donc toujours une partie logicielle, ou avec différents outils que l'on va déployer cette fois-ci auprès des conducteurs de véhicules électriques, vont faciliter la navigation et l'usage qui sera fait des bornes de recharge. Donc, services de mobilité qui vont prendre la forme de deux outils, hein, donc une application mobile et des badges RFID qui sont finalement les outils de poche des conducteurs de véhicules électriques pour naviguer au sein de l'environnement de bornes de recharge, s'identifier sur les bornes, démarrer, arrêter des sessions, payer les sessions. Et enfin, les services de roaming, donc services de roaming qui vont finalement permettre aux utilisateurs d'autres plateformes de mobilité, les concurrents de Virta concrètement, de venir s'identifier sur nos bornes de recharge et inversement, les utilisateurs de Virta qui vont, eux, pouvoir aller s'identifier sur des bornes de recharge concurrentes d'autres acteurs sur le marché. Et donc, je finis avec le quatrième pilier qui fait partie de notre service, donc la partie installation, maintenance et conseil. Donc, pour tout ce qui est installation, maintenance, ça va être en sous-traitance avec des partenaires qui sont experts du génie électrique et du génie civil, donc des sociétés certifiées avec lesquelles on travaille pour installer et maintenir les bornes de recharge. Et le rôle de conseil que Virta va apporter finalement avec ses équipes commerciales sur le marché, puisque en fonction de tout un tas de paramètres que l'on va relever auprès de nos clients, le nombre de véhicules, le nombre de bornes, la typologie des sites, l'usage qui sera fait des bornes, l'usage qui est fait des véhicules, on va finalement conseiller nos clients sur la puissance à installer sur site, le nombre de bornes de recharge à équiper, la typologie de bornes de recharge, etc., etc. Voilà. Alors, sur la prochaine slide, je vous ai énuméré finalement les différentes étapes qui sont nécessaires pour l'équipement d'une borne de recharge sur un site. Donc, le premier contact, finalement, Virta et ses équipes donc, vont définir le besoin du client, comme je vous l'ai cité, hein, en fonction de l'usage et de la typologie des véhicules et des sites. On va ensuite déployer en fait toute une phase d'études d'accompagnement technique. Donc, on va établir des visites techniques sur site, on va faire des relevés, on va établir des études, tout ça dans le but de créer des chiffrages qui permettront justement l'équipement de bornes de recharge sur les différents sites que l'on va exploiter. Ensuite, la phase travaux, donc la réalisation des travaux, donc aussi bien sur la partie génie électrique que la partie génie civil. Et une fois que ces travaux sont réalisés, la mise en service des bornes de recharge et le lien qui va être fait entre la borne physique sur site et la supervision, donc les outils logiciels qui vont venir opérer les bornes de recharge. Ensuite, donc, justement, cette étape de paramétrage des bornes de recharge, donc paramétrage des outils CPO et des outils EMSP que je vous ai présenté dans la slide précédente. Une fois ensuite que tout ce petit environnement est mis en place, la possibilité justement de mettre en place des services de paiement et de facturation, donc pour la revente des services auprès des utilisateurs, l'automatisation des rapports de charge sur toute la durée de vie des bornes, la possibilité d'établir de la maintenance avec nos partenaires pour maximiser la durée de vie des bornes de recharge une fois qu'elles sont installées. Et donc, ce petit processus-là que je vous ai décrit permet justement la mise en conformité législative de nos partenaires, de nos clients, en fonction des différents textes de loi qui ont été cités un petit peu plus tôt dans cette présentation. Et donc, pour finir, un petit rex sur finalement les retours d'expérience hein, de nos clients. Donc, on accompagne en France nos clients depuis 2018. On a maintenant un petit peu de visibilité sur l'impact que peut avoir nos services auprès de nos clients. On peut se dire dans un premier temps que finalement, l'application de ces textes de loi, c'est un petit peu contraignant, c'est un peu embêtant, c'est des investissements qui sont
peut-être un petit peu pénible à supporter. Mais finalement, quand on observe quel est l'impact de ces services, on s'aperçoit qu'il y a des impacts vertueux en fait pour nos clients sur l'équipement de bornes de recharge sur leur site. Donc, avant tout, on voit qu'il y a une meilleure productivité des salariés. Hein. On arrive à créer de la rétention des salariés sur leur sur le lieu de travail. Donc, une présence assurée sur les différents sites. C'est assez drôle, mais on voit assez couramment que les employés ont tendance à assurer leur présence sur leur lieu de travail les lundis et les vendredis. Donc les lundis, une fois que le week-end est terminé, pour recharger son véhicule. Les vendredis, justement, en anticipation du week-end, pour pouvoir recharger son véhicule et se préparer à faire tous ces déplacements sur le week-end. On voit qu'il y a une meilleure expérience. Sur des données, puisque tu supervises effectivement toutes les bornes. Tout à fait, et donc des retours d'expérience et des échanges qui sont faits avec nos clients et voilà. Bon, c'est vrai que c'est la partie un petit peu ludique en fait de toute cette thématique. On s'aperçoit aussi qu'il y a une meilleure expérience collaboratrice des équipes. Les employés sont plus contents de venir sur leur lieu de travail. Il y a une diversification des services qui sont proposés sur ces lieux de travail et donc finalement un réel entrain à aller au boulot et bénéficier de ces services qui sont proposés. Une conformité avec les futurs changements au niveau de l'avantage en nature. Donc, il faut savoir aujourd'hui que recharger un véhicule de fonction sur son lieu de travail gratuitement, c'est la norme aujourd'hui sur le marché, ce n'est pas encore considéré comme un avantage en nature. Ça va peut-être disparaître. Donc, justement, la mise en application des services de refacturation, la possibilité de revendre un service de charge, ça permet d'ores et déjà d'anticiper justement ces futurs changements réglementaires et de se mettre en conformité avec ce probable changement qui va arriver. Et donc, je finis sur ces deux derniers points. Une meilleure anticipation des frais de charge. Il faut savoir qu'aujourd'hui, recharger un véhicule électrique en itinérance sur un domaine public, forcément, ça coûte plus cher que de recharger un véhicule soit à son domicile, soit sur son lieu de travail. Et donc, pour un propriétaire de flotte de véhicules, avoir un réseau de bornes accessible sur le lieu de travail, ça permet réellement d'anticiper le frais de recharge, puisque finalement, le propriétaire de la borne définit le prix de recharge qui va être appliqué sur les bornes. Et donc, on s'aperçoit sur le long terme qu'il y a de réelles économies à faire, justement liées à la tarification, ou en tout cas au prix de recharge pour l'alimentation de la flotte de véhicules. Et enfin, sur ce point, c'est les ordres de grandeur. Sur l'autoroute, c'est 70-80 centimes le kilowattheure. À domicile, c'est 18 centimes. Et sur le bâtiment tertiaire, ça peut être 20-30 centimes, quelque chose comme ça. C'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça sur les ordres de grandeur. Et puis pour finir le dernier point, une simplification des processus. Donc, on va centraliser l'intégralité des données de nos utilisateurs, des données de consommation sur une seule et même plateforme. On va aussi simplifier les outils qui vont être utilisés, puisque avec un seul et même service de recharge et donc une seule application mobile, une seule typologie de badge RFID, on va permettre à l'intégralité de nos collaborateurs, finalement, des employés, de recharger sur les bornes, sur le lieu de travail et au domicile. Voilà. Écoute, merci Brendan. On va juste enchaîner parce que là on dépasse un petit peu. Donc il y a quelques questions dans le chat et merci beaucoup à Marie-Claire, Bruno et Delphine d'avoir posé leurs questions. Il y a quelques questions pour vous, Stéphanie. L'obligation des bornes sur des parkings est-ce que l'obligation des bornes sur les parkings concerne aussi le stockage de véhicules? Ça, je pense souvent à nos amis concessionnaires. Oui. Vous savez, sur les. Non, vous êtes en train de parler le fait, pour moi, en fait, ils vont pas les recharger de la même façon. Donc, j'allais dire, je sais pas. En fait, il faut que je creuse parce que, pour le coup, ils ne sont pas considérés comme utilisateurs de la flotte en tant que telle. Ils vont la vendre, en fait, derrière. Donc, c'est pas parce que vous avez 100 véhicules à vendre que vous n'utilisez pas pour vos besoins propres que vous devez déployer des bornes pour les 100 véhicules, en fait. On peut supposer, il me semble que c'est plus la destination des clients
Pour le Alors, coup, pour les les clients, oui. parkings. Alors, si on pose la question pour les clients qui viennent visiter, oui. J'allais dire l'espace parking des clients, oui. L'espace où on stocke des voitures qui seraient à vendre, je dirais non. Alors, autre question, la sanction de 1 500 €, c'est par mois, par place. Avez-vous des précisions sur ce point? Bruno pose cette question. Celle par jour après notification, c'est au global par jour. C'est pas par place. D'accord. Mais la sanction de 1 500 €, c'est par jour ou par mois? L'astreinte. L'astreinte, c'est par jour. L'astreinte, c'est par jour. C'est l'astreinte journalière, en fait, 1 500 €. D'accord. Mhm. Ok, d'accord, ça fait Mhm. mal. Pour les Astreinte bornes en cas journalière. de location. Pardon? Le terme, c'est bien astreinte journalière. D'accord. Bah écoutez, si c'est astreinte journalière, effectivement. Mhm. Alors, pour les bornes en cas de location, sur qui porte l'obligation? Le locataire ou le propriétaire? Alors, vous louez votre parking. Normalement, le Oui. propriétaire de parking a l'obligation, puisque c'est lui qui est gestionnaire de la zone, donc c'est lui qui doit déployer les bornes, en fait. D'accord. Mais c'est Oui, toujours bien de le préciser. Vas-y, je t'en oui, prie, et Brandon. puis on voit aussi qu'il y a des entreprises qui sont particulièrement sérieuses dans l'équipement de bande de recharge sur leur foncier loué et qui prennent les devants en fait sur les Oui, propriétaires de sites, tout à fait. surtout quand les bails de location sont sur une durée assez longue. Alors même qu'on parle d'une durée de vie des bandes de recharge qui est de 10-12 ans, ce qui peut être maximisé bien sûr, mais voilà, on voit bien souvent des entreprises qui vont prendre les devants et qui vont équiper leur site même s'ils sont locataires. Alors, on va peut-être prendre une dernière question. Pour les bornes, pour les parkings des collaborateurs ou des visiteurs, peut-on mettre des bornes payantes? La réponse est oui. Oui, c'était un peu en filigrane de ce que disait Brendan tout à l'heure. Effectivement, il est possible de restituer, en tout cas le kilowattheure n'étant pas gratuit, à un moment donné, de demander des frais à des visiteurs, voire des salariés sans véhicule de fonction éventuellement. C'est possible et ça, pour le coup, Virta peut aider. Oui, alors peut-être rapidement sur ce point, ce qu'on voit, ce qu'on voit assez communément sur le marché, c'est que des sociétés vont finalement essayer d'amortir leur investissement au niveau énergétique, hein. Ils vont pas se faire de l'argent sur le dos des salariés, ils vont plutôt essayer de finalement limiter leurs frais, leurs dépenses liées à leurs abonnements énergétiques. Et donc, c'est pour ça qu'on voit aussi assez communément des prix de recharge assez abordables sur le lieu de travail par rapport au domaine public. Alors, il y avait une question aussi une dernière question sur la partie domicile, justement. Comment les entreprises comptent l'énergie utilisée sur le compteur personnel et remboursent? Qui investit? Quid des assurances? Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, les bandes de recharge qu'on va équiper sur le privé, c'est des bandes de recharge qui sont équipées de compteurs MID, donc qui vont permettre un comptage des consommations qui vont être faites à partir de la borne, donc liées au TGBT, hein, l'alimentation électrique de la résidence. Et ensuite, toute l'intelligence qui va se faire via la supervision va justement permettre de remonter cette donnée vers l'employeur. Pour ce qui est de la recharge au domicile du collaborateur, les services tels que Virta vont même permettre en fait un remboursement des consommations d'énergie faites au domicile des employés par l'employeur, justement via la remontée d'informations qui sera faite de ces outils logiciels. Très bien. Bah, écoutez, on est arrivé au terme de Je crois qu'on a un petit souci technique du côté d'Arnaud. Je pense qu'il était en train de dire qu'on arrive au terme du webinaire. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir, très bonne journée. Bonne journée. Ouais, Arnaud, pour ton info, on ne t'entend pas. tout On a... simplement pour vous dire que je vous remercie grandement de cette session et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins ou en tout cas des interrogations. Merci, à très bientôt.
T'as coupé?